le claque et on passe. D'accord? Plutôt. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Héloïse, je suis élève en classe de 2e Alors moi je dirais, parler. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis élève au lycée Denis de Rougemont en classe 2e. Enchanté de vous rencontrer. En ce qui me concerne, je m'appelle Jacques Forster et la raison pour laquelle j'interviens dans ce contexte, c'est que j'ai été vice-président du Comité international de la Croix-Rouge depuis 1999 jusqu'à 2007. Et au fond, avant cela, j'ai fait des études d'économie, d'ailleurs ici à Neuchâtel. J'ai travaillé au département des affaires étrangères à Berne, dans le domaine de la coopération au développement. Ensuite, j'ai passé dans le monde académique, à l'Institut universitaire d'études de développement à Genève, où j'étais professeur et j'étais directeur. Et ensuite est venu le CICR. Voilà un peu mon parcours. D'accord. Et quel est votre plus beau souvenir au sein du CICR? Alors, c'est une question, ça, qui me fait pas mal réfléchir. Parce que le travail humanitaire dans des situations de conflit, des situations de violence, comme c'est la mission du CICR, est un travail qui requiert énormément de patience et qui souvent crée auprès des collaborateurs, des délégués, un peu des frustrations parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on cherche à obtenir, à être efficace dans la protection des personnes qui doivent être protégées dans des situations de conflit, des situations de violence. Donc, les satisfactions, disons, qu'on peut avoir, ou les beaux souvenirs qu'on peut avoir, c'est quand on a l'occasion, ça arrive heureusement, de voir concrètement, disons, les résultats de l'action. Alors, en ce qui me concerne, je vous donnerai peut-être deux exemples de ces situations dont on garde un bon souvenir, et qui sont liées au fond à des situations où on voit que l'action du CICR a pu faire une différence pour des individus. Alors un cas qui est très, très frappant, et je crois que beaucoup de délégués du CICR ont fait cette expérience, c'est lorsque le CICR travaille à réunir des personnes qui ont été séparées par une situation de conflit, des personnes d'une même famille par exemple qui sont restées sans nouvelles les uns des autres pour des mois, voire des années, et de voir que tout d'un coup on réussit à réunir ces familles, à rétablir un lien, etc. et de voir à un moment donné même les gens qui se retrouvent. Et là, il y a dans les archives photographiques du CICR énormément de photos de ces moments de retrouvailles, et ça c'est des moments d'une émotion extrêmement intense, évidemment pour les personnes concernées en premier lieu, mais aussi pour ceux qui ont œuvré, disons, à cette réunion. Un autre exemple, c'est aussi lié au travail, disons, de protection du CICR, des personnes qui sont détenues, et vous avez des situations où des gens sont détenus sans avoir été arrêtés en dehors de tout cadre légal, etc., et puis qui se demandent ce qui va bien leur arriver. Et ils craignent pour leur vie, non sans raison souvent. Et tout d'un coup, la porte de leur cellule s'ouvre et puis il y a un délégué du CICR qui est là, qui leur rend une visite et qui va pouvoir les enregistrer, s'assurer qu'ils sont bien traités, etc. Et pour ces gens-là, et ça j'ai pas vécu ça personnellement, mais j'ai rencontré de telles personnes des années après, et même une fois je me rappelle une dame d'Amérique centrale qui est venue au CICR 20 ans après les événements pour remercier le CICR et qui me racontait comment pour elle, tout d'un coup, la visite de ce délégué du CICR, ça avait représenté au fond pour elle la différence entre la vie et la mort. Parce qu'elle savait qu'elle resterait en prison, qu'elle aurait peut-être encore des problèmes, qu'elle serait peut-être encore maltraitée, mais au moins elle savait qu'elle ne serait pas, entre guillemets, disparue. C'est-à-dire que sa vie était au fond sauve. Donc je veux dire, c'est des souvenirs de ce type-là qui restent très fortement en moi. Qu'évoque pour vous ce poème de Wilfrid Owen? Alors le poème de Wilfrid Owen, là je ne pense pas qu'on va le lire maintenant, mais je crois que c'est quelque chose qui... C'est un texte extrêmement frappant. J'ai eu l'occasion de lire aussi les romans de Wilfrid Owen sur la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est un texte qui dit de façon extrêmement frappante, extrêmement éloquente,
émotionnante aussi, au fond, toute l'horreur de la guerre. Et au fond, ça permet au fond de faire, je crois, le lien, si vous voulez, entre l'action humanitaire dans des situations de conflit. Parce que souvent, il y a une discussion, disons, sur le rôle de l'action humanitaire. On emploie des fois l'expression, oui, le rôle d'action humanitaire, c'est de humaniser la guerre. Et tout de suite vient l'objection, mais enfin, est-ce qu'on peut rendre la guerre plus humaine? Est-ce que c'est possible? Et puis, est-ce qu'on n'entretient pas, au fond, ou est-ce qu'on n'augmente pas, disons, le risque d'acceptation de la guerre en se disant, oui, oui, on peut faire la guerre d'une façon humaine, etc. Or, en fait, je crois que donc, ce qui conduit évidemment à une action, disons, de mouvements pacifistes, des gens qui visent à essayer de mettre fin à tous les conflits. Et je crois que là, il y a deux approches qui sont différentes. L'approche pacifiste, l'approche pacifiste qui cherche à mettre fin à la guerre, à essayer de lutter contre la guerre en tant que telle, et l'action humanitaire qui, disons, considère que la guerre est quelque chose qui existe, mais enfin, depuis fort longtemps, depuis que les sociétés humaines existent, je pense qu'il y a eu des conflits, et que c'est fort possible, fort probable que les guerres continuent, et qui cherchent au fond à agir au sein de ces conflits pour atténuer au fond les souffrances causées par la guerre. Donc on dit, voilà, l'approche réaliste, la guerre ça existe, c'est un fait, donc essayons d'atténuer les souffrances. Et je crois qu'il y a un élément historique intéressant qui illustre bien ces deux approches. C'est l'histoire du prix Nobel de la paix. Lorsque le premier prix Nobel de la paix a été attribué en 1901, le comité Nobel qui a choisi les lauréats a donné le prix en fait à deux personnes. Il y avait Henri Dunant, ça vous le savez, et il y avait un pacifiste français qui s'appelait Frédéric Passy. Et en fait, moi j'ai toujours été frappé, disons, par ce choix du comité Nobel qui illustrait bien ces deux façons d'aborder la question. L'approche de lutte contre la guerre, donc le combat pacifiste, d'une part, et puis l'approche, disons, de l'action humanitaire d'autre part, et ces deux approches qui sont évidemment parfaitement complémentaires, l'un n'empêche pas l'autre. Donc en fait, ce que je trouve ici qui est très bien dans cette situation, c'est de bien montrer toute l'horreur de la guerre, et justement ça permet de montrer qu'il y a deux façons, disons, d'aborder, qui sont complémentaires, qui ne sont pas opposées, d'aborder, disons, d'agir, disons, dans des situations de conflit. Une visant à essayer d'abolir des conflits, de les empêcher, et l'autre qui vise, dans des conflits, à atténuer les souffrances. Le CICR a lancé un appel en 2002 intitulé « Biotechnologie, armes et humanité ». Pourquoi lancer un appel à ce moment-là alors que la Convention contre les armes chimiques est entrée en vigueur en 1993 et celle sur les armes chimiques et biologiques en 1972 ? Ces conventions sont-elles jugées insuffisantes par le CICR ? Dans votre discours du 10 juin 2005, prononcé à l'occasion du 80e anniversaire du protocole de Genève, vous déclariez « Nous devons en outre nous interroger sérieusement sur la pertinence des dispositions prévues par les conventions relatives aux armes chimiques et biologiques dans une histoire actuelle marquée par les avancées technologiques et l'évolution des contextes politiques. » Oui, en fait, votre question m'a donné l'occasion de relire cette déclaration que j'avais faite au nom du CICR, et puis je disais également qu'il fallait que nous prenions, enfin nous, c'est-à-dire la communauté internationale, les communautés des États, etc., prenions vraiment toutes les mesures pour qu'il ne soit plus jamais recouru aux armes chimiques. Et en fait, quand on réfléchit à ça, on se rend compte que ces tentatives pour limiter, interdire l'utilisation de certaines armes, on pourra peut-être revenir là-dessus plus tard, voir quelles armes sont interdites et quelles ne le sont pas, ou dans quelles circonstances on peut utiliser telle ou telle arme, c'est qu'il y a en fait des éléments qui font que c'est un travail perpétuel. C'est un travail, est une tâche qui ne se termine jamais. On ne peut jamais dire, ben voilà, maintenant, on a résolu le problème, on a adopté une convention, tous les États sont partis à ces conventions, etc.
Parce qu'en fait, il y a des problèmes différents. Tout d'abord, il y a la question des avancées technologiques. Hein. L'avancée technologique, on développe sans arrêt de nouveaux moyens de combat. Hein. Et donc, il faut que le droit, il faut que les normes internationales suivent cette évolution de façon très très serrée, hein, pour justement essayer de voir quels sont les dangers et d'essayer de les prévenir si possible. Je fais une toute petite incidente ici pour dire qu'en général, les armes qui sont interdites après avoir été utilisées. Hein, à un moment où on se rend compte justement des dégâts et qu'elles violent de façon patente, disons, toutes les normes les plus fondamentales du droit humanitaire international. Il y a les armes chimiques, évidemment, c'est un exemple. Il y a les mines antipersonnelles. Enfin, on peut prendre toute la liste des armes interdites, sauf une. Il y a un cas qui est très intéressant d'une arme qui a été interdite sans qu'elle ait jamais été utilisée, et c'est des armes à laser aveuglantes. On avait mis au point un fusil qui ne tue pas l'adversaire, mais l'aveugle. Hein. Et c'est un développement qui a été fait, et on s'est rendu compte de ce développement, et on a réussi à inclure cette arme, à faire inclure cette arme dans la liste des armes interdites avant même qu'elle ait été utilisée. Mais c'est l'exception. Hein, c'est l'exception. Donc il y a ce problème du développement technologique dans le domaine qui vous intéresse particulièrement, des armes chimiques, bactériologiques, etc. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être vu, on parle énormément de nouveaux types de guerres, d'un nouveau type, c'est la guerre, le cyber warfare, hein, la guerre cybernétique en quelque sorte, qui peut être extrêmement meurtrière. Hein, qui peut être extrêmement meurtrière. On peut imaginer aujourd'hui d'avoir des armes qui permettent de détruire tout le système de gestion informatique des hôpitaux, hein, des systèmes de distribution d'eau, d'électricité, etc. Donc on peut, par ces moyens-là, arriver à mettre à bas complètement des systèmes de santé, par exemple, d'un pays, avec un nombre de victimes incalculable. Donc il y a toujours une course, si vous voulez, entre le développement technologique et puis le droit. Hein, et le droit doit essayer de ne pas être trop en arrière, disons, par rapport à ça. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est que lorsque vous avez une convention, tous les États ne sont pas nécessairement partis à cette convention. Donc c'est un combat, même si la convention a été adoptée, ratifiée, entrée en vigueur, elle engage que les États qui sont partis à cette convention. Prenez la convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, il y a plus de 100 États partis à cette convention pour interdire les mines antipersonnelles, mais malheureusement, les principaux utilisateurs ne sont pas partis à cette convention. Donc il y a un combat constant pour faire que tout le monde adhère à cette convention, sans parler de l'autre aspect, c'est que ces conventions sont signées par les États, hein, et qu'il y a des tas de groupes armés non étatiques qui utilisent aussi ces armes. Donc après, il y a toute la question de dire comment est-ce qu'on peut amener ces groupes non étatiques à accepter aussi ces différentes normes. Et puis, dernier point, aussi le pourquoi le combat est constant, ou la lutte est constante pour essayer d'interdire ces armes, qu'elles soient utilisées, c'est l'action qui doit être faite, je dirais, en amont de la production d'armes. Hein, c'est-à-dire le travail qui doit être fait de sensibilisation, de dialogue avec les milieux scientifiques, hein, qui développent ces armes, avec les milieux économiques, les entreprises qui les produisent, etc., pour essayer de les sensibiliser à ces problèmes. Donc c'est pour ça, je crois que la réponse à la question ici, en deux mots, c'est de dire c'est un travail sans fin. C'est un travail sans fin, mais qui doit absolument être entrepris. Autrement, l'écart, disons, entre les développements et puis ce qui se passe et puis le droit devient extrêmement grand, et puis il y a le risque à ce moment-là que le droit soit considéré comme étant pas pertinent, disons, par rapport aux problèmes qui se posent. Le CICR a fait part de ses préoccupations face à l'intérêt montré par la police ou les forces armées et de sécurité d'utiliser des produits chimiques toxiques, principalement des anesthésiants et sédatifs dangereux, comme armes aux fins de maintien de l'ordre, afin de provoquer l'inconscient ou une grave incapacité chez les personnes exposées. Ces substances sont connues sous le nom d'agents chimiques incapacitants. Qu'en est-il actuellement ? Alors ça, c'est une question à laquelle j'avais été confronté durant les années où je travaillais au CICR. Donc il y a
c'était, je me rappelle, il y a à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans, quelque chose comme ça, on était confronté à cette situation. Depuis, il y a eu une évolution, c'est-à-dire qu'il y a eu, si je suis bien informé, il y a eu au fond un accord au niveau international pour définir, avec des termes qui sont un peu différents de ceux qui sont utilisés dans votre question, des termes qui sont utilisés, c'est des agents de lutte anti-émeute. Donc il y a une liste qui a été établie, qui était apparemment strictement définie, d'agents de lutte anti-émeute, donc qui sont autorisés dans des situations par les forces de l'ordre, dans des situations, des opérations de maintien de l'ordre, etc. On peut penser au gaz lacrymogène, par exemple, pour donner un exemple. Mais ceci fait que seuls ces agents qui sont sur cette liste peuvent être utilisés à des fins de maintien de l'ordre. Et puis l'organisation à laquelle vous faites allusion là, sur l'interdiction des armes chimiques, justement, a développé, ces dernières années, a développé ses capacités justement d'analyse des différents agents, justement, pour tenir cette liste à jour. Quel est le rôle et quelle influence du CICR à l'ONU? Quelle est l'influence? L'influence du CICR à l'ONU. Ça, c'est une question aussi qui mérite de l'explication. C'est-à-dire, tout d'abord, le CICR a un statut auprès de l'Organisation des Nations Unies. Elle a le statut d'observateur. C'est-à-dire qu'elle peut participer aux travaux de l'Assemblée générale, différentes commissions, etc. Donc ce statut est reconnu. Vous me reposez la question. Quel est le rôle et quelle est l'influence du CICR à l'ONU? Bon, la première chose à dire, c'est que le CICR a donc un statut auprès des Nations Unies, donc un statut d'observateur. Et le CICR a un bureau à New York, avec donc une délégation auprès des Nations Unies à New York, et a des contacts extrêmement réguliers, suivis avec l'Organisation des Nations Unies. Pour vous donner un ou deux exemples, le chef de la délégation du CICR à New York, par exemple, rencontre le président du Conseil de sécurité, le chairman du Conseil de sécurité, régulièrement. Et comme le président du Conseil de sécurité, comme vous le savez peut-être, change chaque mois, donc ça veut dire que chaque mois, il a un contact avec le président en exercice du Conseil de sécurité, ce qui permet d'évoquer au fond les situations les plus critiques, les plus importantes où le CICR peut jouer un rôle. Également, le CICR est associé aux différents travaux des Nations Unies, différentes commissions sur les questions qui ont trait au droit humanitaire, à la protection des civils, etc. Pour vous donner un exemple, le Conseil de sécurité a assez régulièrement un débat sur le thème de la protection des civils, et là le CICR est invité à intervenir dans ce débat. Moi j'ai eu l'occasion, disons, de parler au Conseil de sécurité au nom du CICR sur la question de protection des civils. Donc à New York, il y a une interaction extrêmement forte. Sur le terrain également, dans la plupart des situations de conflit, il y a une présence aussi des Nations Unies ou de ces différentes agences dans le domaine humanitaire, mais pas seulement. Il y a aussi, par exemple, les missions de maintien de la paix des Nations Unies, etc. Et c'est évident que les délégations du CICR interagissent avec les Nations Unies pour s'informer, pour coordonner leur action, etc. Mais je crois que le point important qu'il faut mentionner, c'est que le CICR, et puis il y a encore une autre chose que j'ajoute, c'est qu'au sein des Nations Unies, vous avez différents types d'institutions. Il y a dans les Nations Unies, dans des situations de conflit, ont différents instruments pour agir, des instruments de type diplomatique ou politique, militaire, avec des forces de maintien de la paix, par exemple, et puis également des acteurs humanitaires. Il y a des acteurs humanitaires très importants. Prenez le Programme alimentaire mondial, c'est le plus gros acteur humanitaire en termes de volume financier. Vous avez le Haut Commissariat
pour les réfugiés, etc. L'UNICEF, hein, ça c'est les principaux acteurs humanitaires. Donc, il y a évidemment une interaction qui doit se passer entre le CICR d'une part et puis aussi les autres acteurs humanitaires, dont les acteurs humanitaires onusiens. Mais je crois que le point important qu'il faut mentionner, c'est que le CICR mène son action en respectant strictement les principes non seulement d'impartialité, hein, qui sont inhérents à toute action humanitaire, mais les principes d'indépendance et de neutralité. Donc ça veut dire que le CICR va discuter avec les Nations Unies, va éventuellement coopérer avec les Nations Unies, mais toujours en maintenant de façon très stricte son indépendance et sa neutralité. Je crois que c'est ça qui distingue au fond l'action du CICR comme acteur humanitaire des acteurs onusiens, qui évidemment faisant partie de cette organisation qui a aussi d'autres rôles que le rôle humanitaire, n'est-ce pas ? Il y a des composantes politiques, militaires aux Nations Unies qui n'a pas le CICR. Donc je crois qu'une des caractéristiques du CICR, c'est d'être une organisation par rapport aux Nations Unies qui a un rôle strictement humanitaire, hein, qui n'a pas d'autres rôles. Quels sont les liens entre l'OIAC et le CICR? Bon, ça je crois que je peux répondre assez simplement, je ne pourrais pas vous donner des renseignements précis dans le détail sur ces liens. Mais disons que là aussi, disons, le CICR, avec tous ces acteurs intergouvernementaux, a des relations et cherche aussi à faire comprendre à ces acteurs quels sont ses intérêts, quelle est sa mission, quels sont les points qui lui paraissent importants pour faire avancer, disons, les différents dossiers. Donc il y a des contacts, il y a une collaboration, mais toujours avec le respect de ce principe d'indépendance. Je crois que ça, il faut vraiment insister sur le fait que l'indépendance du CICR est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que c'est cette indépendance qui lui permet d'être accepté au fond par les différentes parties aux différents conflits dans le monde, hein, qui voient le CICR comme étant indépendante et ne faisant pas partie de l'agenda politique de tel ou tel État ou groupe d'États. Dans la déclaration du CICR aux Nations Unies sur les armes en 2006, il a été dit « Des progrès considérables ont pu être réalisés dans ce domaine lorsqu'on lui a donné un visage humain. L'adoption de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, du programme d'action des Nations Unies sur les armes légères et du protocole relatif aux restes explosifs de guerre est l'un des meilleurs exemples de ce qu'il est possible de réaliser. Il n'y a pas si longtemps, de telles questions n'étaient même pas abordées au niveau international. Mais il faut en faire beaucoup plus. La mise en œuvre de chacun des accords mentionnés ci-dessus représente un défi redoutable qui nécessitera des années de solides efforts. Quelles seraient les prochaines étapes à réaliser? Comment faciliter la mise en œuvre de ces accords? Bon, j'ai déjà un peu évoqué cette question tout à l'heure avec l'exemple justement de la Convention sur les mines antipersonnelles. Je crois que ce qui est intéressant là, disons, quand on prend un exemple comme cette convention, mais il y en a aussi d'autres, mais celle-là est particulièrement, je dirais, emblématique, c'est que c'est une initiative d'interdiction des mines antipersonnelles qui est partie au départ d'un constat, hein, qui a été fait par les chirurgiens du CICR. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme constat? En regardant les statistiques de leurs interventions, des opérations sur des victimes de mines antipersonnelles, ils se sont rendus compte de quoi? Ils se sont rendus compte que la grande majorité des victimes étaient des civils, étaient des personnes protégées par les conventions de Genève, par le droit international humanitaire. Donc, à partir de là, on pouvait dire que cette arme, comme elle était utilisée, donc les mines antipersonnelles, violait un principe fondamental, hein, un principe qui est vraiment le cornerstone, comment est-ce qu'on dit, la base, disons, du droit international humanitaire, qui est le principe de la distinction. Hein, c'est que tout moyen de combat doit pouvoir distinguer entre les combattants, les non-combattants, les personnes protégées, celles qui ne le sont pas. Or, de toute évidence, les mines antipersonnelles ne remplissaient pas ce critère, donc était une arme qui devait être interdite. Et ça a été relayé par toute une série d'ONG, d'organisations non gouvernementales qui ont créé cette campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles, qui a amené certains gouvernements
à reprendre cette idée, notamment le gouvernement canadien, le gouvernement norvégien, qui ont repris ça et qui ont réussi en un espace de temps assez rapide à mettre ce thème sur la table de la communauté internationale, à réunir une conférence, à faire adopter ce fameux traité d'Ottawa, etc. Mais la question, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que, ça c'est une nouvelle illustration, il y a des États qui utilisent des mines antipersonnelles qui ne sont pas partis à cette convention, donc qui ne la respectent pas, évidemment. Il y a des développements technologiques. Il y a eu par exemple les mines, comment ça s'appelle, à sous-munitions, pardon, les bombes à sous-munitions. Hein, les bombes à sous-munitions, c'est des bombes qui explosent à quelques dizaines ou centaines de mètres d'altitude et qui libèrent une multitude de sous-bombes, hein, de sous-bombes qui couvrent un espace beaucoup plus grand qu'un terrain de football et qui ensuite ont exactement les mêmes caractéristiques, si on veut, que les mines antipersonnelles, c'est-à-dire que toutes n'explosent pas au moment où elles frappent le sol, où elles arrivent au sol, et donc ça reste autant, disons, de munitions qui peuvent exploser et blesser absolument n'importe qui. Enfin, ça s'est arrivé juste après les mines antipersonnelles, et là aussi, il faut quand même relever certains succès. La communauté internationale a réussi à aboutir à adopter un traité qui interdit aussi ces armes-là. Donc ce que je veux dire, c'est les prochaines étapes, c'est qu'il y a tout le temps des prochaines étapes pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Okay. Et puis ensuite, évidemment, il y a encore un autre aspect que je n'avais pas mentionné tout à l'heure, c'est la question de la mise en œuvre, hein, de ces traités. Hein, de la mise en œuvre, par exemple, pour les mines antipersonnelles. Il faut que les pays cessent d'en produire, cessent de commercer, détruisent les stocks, etc., etc. Et tout ça, ça fait l'objet de mécanismes de contrôle, d'assistance technique, etc. Voilà. La Convention de 1972 sur les armes biologiques et celle de 1993 sur les armes chimiques débutent en ces termes. Les États partis à la présente Convention, résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarmement général et complet. Progresse-t-on vraiment vers ce désarmement général? Certes, il y a des accords, mais le budget militaire augmente. Voilà. Alors là, vous posez de nouveau une question, je dirais, très, très fondamentale, hein, qui est très fondamentale. Parce que quand on parle d'armes, je crois qu'il faut bien distinguer la logique, si vous voulez, et les objectifs d'efforts liés au désarmement, hein, et les efforts qui sont faits à interdire certaines armes ou à limiter leur utilisation pour des raisons humanitaires. Je crois qu'il faut bien garder les deux choses. Le CICR, par exemple, va lutter contre les armes dont l'utilisation est contraire au DIH, mais le CICR n'est pas une organisation qui va militer pour le désarmement. Parce que le désarmement, il y a une toute autre logique. Le désarmement, c'est finalement des gouvernements avec leurs experts militaires, etc., qui, en vue d'améliorer la sécurité internationale, hein, se mettent d'accord pour réduire les arsenaux, des choses comme ça. Mais la considération, c'est la considération principale de sécurité internationale, d'améliorer la sécurité internationale. Donc il y a des considérations qui sont tout autres que celles de la logique humanitaire, qui est d'interdire des armes qui contreviennent à des principes fondamentaux. Hein, donc il y a les deux choses. Alors c'est évident que les deux choses sont liées. C'est vrai que si on est dans un moment de course à l'armement, etc., où les gens vont chercher où il y a des tensions internationales, course aux armements, c'est pas un climat qui est très favorable à l'introduction de nouvelles normes de droit humanitaire. Mais quand même, les deux processus, je dirais, doivent être gardés bien distincts. Qui et comment pourra venir en aide aux victimes d'un événement NRBC? Le CICR en aurait-il les moyens humains, techniques, financiers et juridiques? Bon. L'ONU a-t-il déjà mis sur pied un protocole d'archéologie? Oui, alors là c'est une question extrêmement compliquée, hein, je dois dire, c'est une question extrêmement compliquée. Parce que sous ce terme de NRBC, hein, donc nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique, on couvre des événements qui sont de nature extrêmement différente. Là, je vous ai amené, je peux vous donner la référence, à un article qui a été écrit dans la revue internationale de la Croix-Rouge
un article qui a été écrit par deux spécialistes du CICR, deux médecins, sur ces armes-là, et ils font la liste, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ils font la liste de 10 types d'événements qui sont rangés sous cette catégorie NRBC, différents. Et des événements qui sont extrêmement différents, non seulement par les agents qui sont utilisés, nucléaires, radiologiques, bactériologiques ou chimiques, mais aussi par rapport à deux critères, c'est la probabilité que l'événement se produise et l'impact que ça peut avoir. Alors vous avez des éléments, par exemple, attaque nucléaire, dont la probabilité, heureusement pour nous, est faible, mais dont l'impact serait absolument gigantesque. Et vous avez aussi dans cette catégorie des éléments d'une attaque en utilisant des agents chimiques, on a vu ça récemment, dont la probabilité est beaucoup plus grande, la preuve, mais dont l'impact reste relativement limité. C'est clair que pour les gens qui sont concernés, l'impact est considérable, mais disons l'ampleur, l'impact, disons, quantitativement est limité. Donc, la grande difficulté qu'il y a à répondre à la question, c'est de tenir compte de cette très grande diversité. Deuxième élément, le degré de préparation à des situations de ce genre varie énormément de pays en pays, et puis le degré de préparation nécessaire pour faire face à telle situation dépend aussi considérablement du type d'incident dont on a affaire. Et alors, il y a des pays qui ont des plans, qui essayent de mettre en œuvre des plans. Je vous ai amené quelque chose sur l'Union européenne, sur ce que fait l'Union européenne dans ce domaine-là. C'est un thème de discussion au sein des Nations Unies, c'est clair, mais la première question qui se pose, c'est de dire, mais au fond, qui serait responsable d'agir dans une telle situation? Est-ce que c'est l'Agence internationale pour l'énergie atomique? Est-ce que c'est l'Organisation mondiale de la santé? Est-ce que c'est l'UNICEF? Est-ce que c'est, etc. Donc c'est très très difficile. Donc en fait, je ne crois pas qu'il y a une réponse possible à ça. On a des événements très différents, des pays qui ont des moyens extrêmement différents pour se préparer, mais disons, une agence comme le CICR ne peut pas avoir un plan ou les moyens qui lui permettraient de réagir à ça. Il faudrait mobiliser des ressources, mais absolument gigantesques, pour pouvoir être prêt à intervenir n'importe où. C'est totalement illusoire. Quelle fut votre réaction en apprenant l'emploi d'armes chimiques en Syrie en 2013 ? Quel regard portez-vous sur les réactions internationales ? Alors, vous voyez, évidemment que c'est un... Moi, j'étais absolument catastrophé, parce que c'est un recul terrible. On avait fait l'illusion que les armes chimiques ne seraient plus utilisées après l'expérience de la guerre de 14-18, en se disant, vous voyez, malgré toutes les horreurs qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, les produits chimiques n'ont pas été utilisés dans les combats. Ça a été utilisé dans d'autres circonstances, notamment dans les camps d'extermination. Mais disons, ça n'a pas été employé comme moyen de combat, mais comme moyen d'anéantissement, comme un instrument du génocide. Et on se disait, les parties au conflit se sont rendus compte que ce n'était pas dans leur intérêt d'utiliser des armes chimiques, donc ils ne les utilisent pas. Il faut aussi voir ça. Je fais une petite parenthèse, c'est un peu les mêmes éléments aussi qui ont joué en faveur de l'interdiction des mines antipersonnelles. C'est qu'il y a des statistiques qui montraient que ces mines antipersonnelles, qui avaient été posées quelque part, d'abord, il y avait le fait que des fois on avait perdu les plans, on ne savait plus très bien où elles étaient, ce qui peut arriver. Deuxièmement, si vous posez vos mines dans un terrain qui est inondable, les mines se baladent, après on ne sait plus où elles sont, et il y a des situations où les militaires se rendaient compte que les mines qu'ils avaient posées, eux, faisaient autant de victimes dans leur rang qu'auprès de ceux d'en face. Donc je veux dire, il y a toujours aussi une question de l'intérêt militaire, disons, d'une arme. Mais dans le cas de la Syrie, évidemment, c'était une réaction vraiment atterrée, disons, de ma part par rapport à ça.
Et la réaction de la communauté internationale, ben, je dirais, elle s'inscrit, je dirais, dans le cadre de la réaction générale de la communauté internationale face à cette guerre en Syrie. Hein, ou pour toutes sortes de raisons, je crois qu'on ne peut pas entrer dans les détails maintenant, mais pour toutes sortes de raisons, la communauté internationale s'est trouvée complètement paralysée dans son action en tant que communauté. Hein, une action concertée de la part des Nations Unies ou comme ça pour essayer de mettre fin à cette guerre. Donc voilà, je dirais ce qui s'est passé, les réactions. Alors bon, il y a eu une pression très forte quand même qui a été, ça on peut quand même le noter, qui a été exercée sur le gouvernement, qui a accepté des inspecteurs, qui procède à la destruction des stocks, etc. Mais bon, voilà, le mal était fait en partie, disons. Ça aurait pu être pire, vous me direz, mais enfin, quand même, c'est pas satisfaisant. Quel commentaire vous inspire cette citation de Train repris dans un journal d'un médecin de la Première Guerre mondiale? La force est toujours souveraine. Les traités solennels par lesquels les parties s'engagent ont beau être appelés perpétuels, ils sont provisoires. L'expérience de 100 dernières années le prouve de la façon la plus éclatante et ne plus apprécier le présent que d'après le passé. Alors, je pense que c'est une réflexion qui est malheureusement tout à fait pertinente. Hein. Et je crois qu'une chose qu'on apprend, notamment, disons, dans le domaine de l'action humanitaire, pas uniquement, mais notamment dans le domaine de l'action humanitaire, c'est que rien n'est jamais acquis. Hein, c'est que rien n'est jamais acquis et que justement le combat pour la lutte pour la protection de la vie des personnes affectées par les conflits, de leur dignité, alléger leur souffrance, c'est un combat perpétuel, perpétuel. Donc moi j'ai toujours un peu l'impression quand on travaille dans ce domaine-là qu'on est en train de marcher dans le sens contraire sur un tapis roulant. Hein, et que si on n'avance pas, et qu'on n'avance pas plus vite que le tapis, on recule. Hein. Donc c'est vraiment un combat perpétuel. Et je crois que cette situation, elle dit bien ça. C'est qu'il n'y a vraiment rien qui n'est jamais acquis. Donc c'est vraiment un combat, une lutte perpétuelle, un engagement perpétuel. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est absolument pas sans espoir. Hein, je veux dire, je pense que le CICR et d'autres acteurs humanitaires, hein, il n'y a pas que le CICR, je parle du CICR, mais les autres acteurs humanitaires arrivent quand même à avoir un impact sur les conflits, à quand même à avoir un effet de protection hein, sur les populations, des populations qui sont affectées par les conflits, que les choses seraient bien pires en l'absence d'action humanitaire. Donc il faut y aller. Il faut continuer, mais en se disant que c'est un combat, un engagement perpétuel. Dans l'extrait du Feu de Barbus, l'auteur laisse entendre qu'il n'y a pas d'armes plus propres que d'autres. Pourquoi interdire alors les seules armes chimiques? Est-ce parce qu'elles sont révélées relativement inefficaces qu'il a été plus facile et démontable? Alors oui, alors moi j'ai été aussi très, très frappé par ce texte hein, qui montre bien, disons, que la guerre est absolument épouvantable. Et puis que parler de... Moi j'ai toujours un peu de mal, disons, de dire, peut-être qu'on peut dire il y a des armes qui sont inhumaines, mais il n'y a certainement pas d'armes qui soient humaines, hein, certainement pas. Ça on peut certainement pas le dire. Alors, bon, je reviens rapidement sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça a été possible d'interdire les armes chimiques en 1925 parce que les militaires se sont rendus compte que c'était une arme dont l'utilisation posait des problèmes. Hein. Je crois que vous avez tous lu, vous avez fait des lectures, voir tout d'un coup le vent qui change et les gaz qui reviennent sur ceux qui ont lancé les gaz, etc. Un peu la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure avec les mines antipersonnelles. Mais ça permet, disons, cette question, ça permet aussi, disons, de toucher un autre principe, disons, important du droit international humanitaire. J'évoquais tout à l'heure le principe de distinction, hein, de pouvoir distinguer entre les non-combattants et les combattants, et d'utiliser des armes qui puissent faire cette distinction et s'attaquer uniquement aux combattants, ce qui en droit international n'est pas du tout illégal, hein, ce qui est autorisé. C'est ça qui distingue d'ailleurs le droit international
du droit qui est applicable seulement en situation de conflit, du droit, disons, en général. C'est que pendant une situation de conflit, il n'est pas illicite, ce n'est pas un crime de tuer quelqu'un, hein, pour autant que ce soit un combattant, pour autant que ce soit quelqu'un qui n'est pas protégé. Enfin, vous connaissez ça. Mais l'autre principe extrêmement important, c'est le principe qu'on appelle de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas employer n'importe quel moyen pour atteindre n'importe quel objectif. Hein, et que c'est l'obligation en droit international, en droit humanitaire international, c'est l'obligation, disons, des gens qui planifient des opérations militaires de toujours faire l'analyse des moyens qu'on utilise par rapport à l'avantage militaire qu'on va en retirer. C'est ça, au fond, qui est aussi un élément, et une utilisation disproportionnée de la force, hein, ou des moyens, est quelque chose qui est illégal. Hein, qui est illégal. Donc, ici, la question qui est soulevée ici, c'est de dire, oui, enfin, pour quelqu'un qui reçoit un obus, l'effet est le même que pour quelqu'un qui reçoit des gaz. C'est quelqu'un qui va mourir ou qui va être affecté de façon permanente dans sa santé. Mais le problème, c'est que les gaz, comme on l'a vu, ne permettent pas le principe de distinction. Hein, ne permettent pas justement de respecter ce principe de distinction, premier élément. Deuxième élément, les parties au conflit se sont rendus compte que c'était une arme dont le maniement était extrêmement problématique, donc ça a été interdit. Merci beaucoup. Vous voulez aller devant puis poser votre question? Ouais, je peux. Au début, parce que j'ai pas trop bien compris, la première question, c'était par rapport aux prisonniers que vous alliez rencontrer pour leur apporter des lettres, tout ça. Je voulais savoir si vous faisiez une distinction entre ceux qui étaient emprisonnés sans vraiment de raison et ceux qui avaient commis des délits réellement graves et tout ça. Alors, le CICR, dans ses activités de protection, il y a donc un volet qui s'appelle détention, hein, protection des personnes privées de liberté. Ok ? Donc, dans des situations où le CICR intervient. Donc, en principe, des situations de conflit international, de conflit interne, de violence interne, etc. Et si c'est une situation de conflit international, à ce moment-là, les parties aux conventions de Genève ont l'obligation de donner l'accès aux personnes détenues au CICR. Hein, c'est une obligation. Dans toutes les autres situations, ça dépend. Le CICR peut offrir, ce qu'on dit dans les termes, c'est offrir ses services, hein, dire voilà, il y a des personnes qui sont détenues, est-ce qu'on pourrait les visiter, voilà. Et celui à qui on fait l'offre de service peut la refuser. Hein, donc les autres situations, ça dépend de la volonté, de l'acceptation des personnes qui sont détenues. Alors le CICR a toute une doctrine avec des listes de situations où elle va offrir ses services, puis ensuite elle visite selon ses modalités. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de ça après si vous voulez, mais enfin, il y a des modalités très strictes. Hein. Le CICR, pour accepter de visiter, l'autorité détentrice doit accepter les modalités du CICR. Visiter tous les prisonniers, interviewer, avoir des entretiens privés en particulier avec les prisonniers du choix du CICR, etc. Enfin, des choses comme ça. Le CICR ne va pas, pour répondre à votre question, s'intéresser aux raisons de la détention, ne va pas se prononcer sur la question de savoir si c'est légitime ou pas légitime de détenir cette personne. Le CICR va s'intéresser exclusivement aux conditions de détention, conditions physiques, les cellules, l'hygiène, l'alimentation, l'accès aux soins de santé, etc. Et puis la question des traitements, mauvais traitements, torture, etc., des choses comme ça. Ça, c'est les points sur lesquels le CICR va s'intéresser. Il ne va pas s'intéresser aux raisons pour lesquelles les personnes sont détenues. Il ne va pas se prononcer sur la question de savoir si c'est juste ou pas. Contrairement à une autre organisation qui est Amnesty International. Amnesty International
cette organisation, va justement s'intéresser à cette question-là, de la légitimité de la détention. D'accord. Puis dans le cas où la personne elle serait effectivement torturée et enfin, elle devrait pas. Non, elle ne devrait pas. Ouais, clairement, non, elle ne devrait pas, donc, jamais. Dans le cas où la personne elle serait dans des mauvaises conditions, là vous intervenez, vous faites quoi? Alors, oui, on intervient, mais ça c'est bon, j'essaie de répondre rapidement, c'est un peu compliqué. Non, mais en fait, oui, on intervient. C'est-à-dire que le CICR donc, pose ses conditions pour visiter. Au terme donc l'entretien avec le prisonnier va être un entretien confidentiel. Hein, c'est entre 4 yeux ou entre 6 yeux lors de certaines visites où le délégué qui fait les visites est accompagné d'un médecin du CICR. Hein, parce qu'il y a toujours aussi une visite médicale, disons, au moment où on voit un détenu une personne privée de liberté pour la première fois. Bon. À la fin d'une visite dans un lieu de détention ou d'une série de visites dans plusieurs lieux de détention, le CICR va faire un rapport aux autorités détentrices avec ses constatations et ses recommandations. Et va dire, voilà, là, il faut intervenir, il ne faut plus faire ça, etc. Et ensuite, ces rapports, donc, ces rapports, parce qu'on visiterait, je ne sais pas, peut-être 10, 15, 20 lieux de détention dans le même pays, tout ça fait l'objet de rapports de synthèse qui sont ensuite discutés avec les autorités, y compris au plus haut niveau. Hein, y compris au niveau des ministres, du chef du gouvernement, du chef de l'État si nécessaire, etc. Où on dit, ben voilà ce qu'on a constaté. Voilà. Et il y a des demandes concrètes de modification de certains comportements, d'amélioration, etc. Et alors, si les choses ne s'améliorent pas, le CICR va insister, utiliser un peu tous les moyens de persuasion qu'on peut avoir bilatéralement, mais le CICR peut aussi à un moment donné en parler à d'autres États qui ont une influence sur l'État concerné, en disant, dites, voilà ce qui se passe, etc., est-ce que vous ne pourriez pas dire quelque chose, utiliser votre influence pour mettre fin à telle et telle chose, etc. Donc ça, c'est encore le moyen. Puis finalement, si ça ne marche pas non plus, je dirais le moyen ultime, je dirais presque d'une certaine façon, c'est de faire une déclaration publique. Hein, c'est de dénoncer publiquement en disant, ben voilà, dans tel endroit, on a constaté telle et telle chose, on a tout essayé, il n'y a pas d'amélioration, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, déclaration publique. Je dis moyen ultime, pourquoi? Parce que les conséquences, disons, d'une telle dénonciation publique, ça va être peut-être que l'accès que le CICR avait, il ne l'aura plus. Peut-être que les autorités diront, ah non, dans ces conditions-là, on vous donne plus l'accès. Ça conduit quand même à une certaine tension. Hein. Et là, justement, il y a un jugement qui doit être fait, une pesée d'intérêt qui doit être faite. Quel est l'intérêt des personnes qui sont protégées par le CICR? Est-ce que c'est qu'on ne dise rien, on continue à les visiter, malgré le fait que la situation ne s'améliore pas, ou bien qu'on dénonce avec le risque qu'on ne puisse plus les visiter? C'est un choix difficile à faire, mais voilà. Mais dans le sens où vous êtes une organisation quand même internationale, vous ne devez pas avoir le droit de les obliger à faire certaines choses quand même, par rapport aux détenus et tout ça. Si eux, ils refusent d'agir, vous ne pouvez pas décider par exemple leur imposer des limites quand même. Mais imposer par quel moyen? Non, je sais pas, justement. Non. Attends, non. Disons, il y a... Parce que vous voyez, la question, je crois que c'est important, c'est que dans une situation de conflit international, prenez la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une convention qui permettait, la troisième convention de Genève, qui permettait au CICR justement de visiter les prisonniers. Alors c'est la convention la plus volumineuse, hein, la convention de protection, qui dans tous les détails dit quels sont les droits des prisonniers, c'est vraiment très très détaillé. Ben là, le CICR a pu faire un certain travail efficace pendant la Deuxième Guerre mondiale
attention, entre les pays qui étaient partis aux conventions de Genève. Hein, donc de visiter les prisonniers allemands en main alliée ou des prisonniers alliés occidentaux en main allemande, c'était possible, ça marchait. Et là, de nouveau, on retombe sur l'idée qu'il y avait aussi un intérêt des deux côtés, hein, à donner cet accès, puis à traiter, etc. Par contre, les prisonniers soviétiques en main allemande ou allemands en main soviétique, eux, ils n'ont pas été protégés parce que l'URSS n'est pas parti à cette convention. Voyez, mais là, donc ça. Mais dans tous les autres cas, et là, il y a une obligation, comme je vous disais, il y a une obligation pour les partis de donner accès au CICR, etc. Dans les autres cas, comme je disais, c'est à bien plaire. Le CICR offre ses services, y compris de visiter des prisonniers. Le gouvernement ou les autorités détentrices, ben, ils acceptent pas, puis ils mettent fin. Donc il n'y a pas de moyen, disons, il n'y a pas moyen, comme vous dites, de les obliger. On peut utiliser des tiers, utiliser l'influence, essayer de convaincre, etc. On peut utiliser tous ces moyens, mais il n'y a pas d'autre moyen que la persuasion, et puis finalement la dénonciation. Et après, ben, voilà.